Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer des histoires rarement racontées à voix haute, des récits marqués par le silence, le mystère et la réalité. Laissez un commentaire, d'où regardez-vous? Chaque lieu porte en lui ses propres échos, et peut-être se rejoindront-ils ici. À bientôt pour la prochaine histoire. En attendant, écoutez le silence. L'hôtel particulier en pierre grise se dressait aux abords de Saint-Aubin-sur-Loire, tel un vestige du passé. Construit à la fin du XIXe siècle, il dominait le village du haut d'une colline, entouré d'arbres centenaires dont les racines sculptèrent le terrain. Aucun panneau n'indiquait qu'il appartenait à un particulier. Aucune fenêtre ne restait ouverte plus de quelques heures. Et pourtant, chacun le savait, la vie y régnait. Le jour, le manoir semblait n'être qu'un vestige aristocratique abandonné parmi tant d'autres disséminés dans la campagne française. La nuit venue, cependant, des lumières apparaissaient derrière d'épais rideaux, toujours tamisés, toujours fugaces. Suffisamment pour rappeler aux habitants que ces murs épais abritaient encore des mouvements et des secrets. Claire Moreau traversait chaque jour le chemin de gravier pour se rendre aux archives municipales. Elle avait 36 ans, un caractère discret et la fâcheuse habitude d'observer plus que de parler. Depuis son arrivée de Lyon à Saint-Aubin 3 mois plus tôt, elle avait vite compris que les questions directes y étaient rarement bien accueillies. Le village vivait dans le silence partagé. Ce qui avait attiré son attention dans cette demeure, ce n'était pas une curiosité romantique, mais son absence de toute trace administrative. Elle ne figurait ni dans les registres fiscaux récents, ni sur les cartes mises à jour. Et pourtant, elle était régulièrement alimentée en électricité. Quelqu'un payait les factures, quelqu'un entretenait ce bâtiment, à l'abri des regards. L'antagonisme ne s'est pas manifesté immédiatement sous une forme humaine, mais plutôt institutionnelle. Le nom n'apparaît que dans de vieux documents, presque effacés par le temps. Famille Armandune Ligné, qui avait officiellement disparu après la Seconde Guerre mondiale, liée à des procédures judiciaires jamais abouties et à des biens hérités dans des circonstances troubles. Le manoir était le dernier bien qui leur était associé. Claire n'était pas enquêtrice. Elle ne recherchait ni justice, ni révélations héroïques. Son conflit avait commencé de façon simple et concrète. Le maire avait exigé la régularisation de toutes les propriétés de la commune avant un audit régional. Le manoir devait en faire partie, ou être officiellement déclaré inhabitable. Lors de sa première tentative de prise de contact, Claire ne trouva que le portail en fer entrouvert. Pas d'interphone, pas de boîte aux lettres, juste une vieille sonnette dont le son métallique résonnait trop profondément lorsqu'on appuyait dessus. Personne ne répondit. Pourtant, en s'éloignant, il ressentit une sensation inexplicable, l'étrange certitude d'être observé. Il ne vit aucun visage aux fenêtres, il n'entendit aucun pas, et pourtant le silence semblait animé, comme s'il réagissait à sa présence. Au village, les conversations étaient toujours décousues. Le boulanger changeait de sujet. Le facteur faisait semblant de ne pas entendre. Un vieil homme assis sur un banc du parc murmurait seulement « Il existe des portes qui ont été conçues pour ne pas être ouvertes ». Rien ne semblait superstitieux. Cela semblait plutôt être une attitude défensive. Le conflit principal commença à se dessiner là. L'obligation bureaucratique de Claire face à une résistance invisible, alimentée par une peur ancestrale, et quelque chose qui persistait derrière ces murs. Il n'y avait pas de menaces explicites, pas d'avertissements officiels, seulement des obstacles qui surgissaient silencieusement. Des documents qui disparaissaient, des cartes qui ne correspondaient pas, des appels téléphoniques coupés dès que l'adresse était mentionnée. Lors de ma deuxième visite, le portail était fermé à clé. Dans la troisième scène, quelqu'un avait dégagé le chemin de pierre, comme pour anticiper son arrivée. Ce geste n'était pas un accueil chaleureux, mais un avertissement. Claire comprit alors qu'il ne s'agissait pas d'un abandon accidentel. Quelqu'un contrôlait l'accès. Quelqu'un décidait quand le manoir pouvait être vu et quand il devait rester caché. Le mystère ne se présentait pas comme une énigme dramatique, mais comme un obstacle concret à sa routine. Et cela le rendait d'autant plus troublant. Rien ne semblait appeler à la découverte. Tout semblait implorer le silence. En rentrant chez elle ce soir-là,
Claire trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, il n'y avait qu'une feuille de papier jaunie, arrachée d'un vieux dossier. En haut, une phrase manuscrite à l'encre délavée. Ce qui se passe derrière ces portes n'était pas destiné à survivre à la lumière du jour. Il n'y avait pas de signature. Juste un vieux tampon de l'état civil de Saint-Aubin, daté de 1947. Claire referma lentement l'enveloppe. Pour la première fois depuis son arrivée au village, elle comprit que son rôle n'était pas simplement administratif. Quelque chose la poussait à ce silence ancestral, et résister reviendrait à accepter que certaines structures, physiques et humaines, demeurent intactes parce que personne n'avait osé y toucher. Le manoir demeurait immobile sur la colline, les portes sont fermées, et le mystère, soigneusement contenu, commença à respirer. Saint-Aubin-sur-Loire vivait au rythme de routines immuables. Les commerces ouvraient et fermaient à la même heure depuis des décennies. Les cloches de l'église rythmaient non seulement le temps, mais aussi les comportements collectifs. Rien n'y était spontané. Cette prévisibilité fonctionnait comme un pacte tacite entre les habitants. Ne pas trop s'éloigner, ne pas trop observer, ne pas poser trop de questions. Claire commença à le remarquer dans les petits gestes. Les conversations s'interrompaient dès qu'elle s'approchait. On détournait le regard à chaque fois que le manoir était mentionné, même indirectement. Il n'y avait pas de peur déclarée, seulement de la lassitude, comme si tout le village avait appris, au fil des ans, que certaines vérités exigeaient un prix trop élevé. L'environnement physique renforçait cette impression. L'hiver rétrécissait les rues, les plongeant dans une humidité persistante qui imprégnait les murs et les vêtements. Le manoir, vu de loin, semblait absorber cette humidité comme un organisme ancien. Ses pierres s'assombrissaient plus vite que celles des autres bâtiments. La mousse y poussait de façon irrégulière, comme si on en laissait pousser juste assez pour ne pas attirer l'attention. Claire décida d'étudier l'histoire de la propriété. Aux archives municipales, elle trouva des documents fragmentaires, des plans architecturaux incomplets, des actes de succession signés à la hâte et des rapports d'inspection annulés sans justification claire. Le même nom de famille apparaissait toujours comme propriétaire légal Armand, mais jamais associé à une personne vivante. C'est là qu'est apparu le premier personnage secondaire important, Étienne Rochin, archiviste à la retraite, qui continuait de fréquenter l'immeuble sous prétexte de classer de vieux documents. Il observa Claire en silence, avant de parler, comme pour évaluer ce qu'elle savait déjà. Étienne n'a apporté aucune réponse directe. Il a souligné des zones d'ombre. Il a indiqué qu'après 1947, plusieurs documents relatifs aux propriétés de la colline avaient été déplacés sur ordre d'une autorité supérieure. Il n'a jamais précisé de quelle autorité il s'agissait. Il a seulement ajouté que certaines familles avaient quitté le village peu après, sans vendre leur maison. L'antagonisme commençait à prendre une forme humaine, non pas celle d'un méchant clairement identifié, mais celle d'un système entretenu par la complicité. Il n'y avait pas de figure centrale à affronter. Le manoir était protégé par un réseau de silence. Claire a également rencontré Madeleine Fournier-Madeleine, une infirmière retraitée qui vivait dans le village depuis son enfance, avait soigné des personnes liées à la colline dans les années 1960 et 1970. Lorsqu'elle abordait le sujet, elle gardait les mains fermement posées sur la table, comme si elle craignait qu'elle ne tremble. Elle a évoqué des bruits provenant du manoir certaines nuits. Pas d'écrit, pas de musique. Quelque chose de plus difficile à définir, le déplacement de meubles, des pas répétés, des portes qui s'ouvraient et se fermaient à intervalles réguliers. Tout était toujours étouffé, comme conçu pour ne pas traverser les épais murs. Madeleine ne croyait pas aux fantômes, elle l'avait clairement fait savoir. Ce qui la troublait, c'était la constance. Le fait que, quelle que soit la saison ou la présence des occupants visibles, le manoir ne paraissait jamais vide. Claire elle-même commença à ressentir le poids du lieu, qui influençait ses décisions. Elle organisa son emploi du temps pour éviter de voyager sur cette route au crépuscule, non par peur, mais à cause d'un sentiment croissant d'intrusion, comme si sa simple présence était perçue. L'environnement influençait directement les comportements.
on évitait la colline. Les enfants apprenaient très tôt à ne pas y grimper. Les couples ne s'y promenaient pas. L'espace physique traçait des frontières sociales invisibles. Un détail architectural attira l'attention de Claire lorsqu'elle examina de vieilles photographies. Le manoir comptait plus de portes intérieures que ne le prévoyait son plan d'origine. Certaines n'apparaissaient pas sur les cartes officielles. D'autres semblaient avoir été murées ultérieurement, des portes qui menaient à des lieux qui, officiellement, n'existaient pas. Le passé de la famille Armand commençait à se dessiner comme quelque chose de troublant, mais pas de spectaculaire. Aucun crime explicite n'était rapporté. Il y avait des disparitions administratives, des internements discrets, des transferts silencieux, des personnes dont on cessait de parler, mais qui n'étaient pas officiellement déclarées mortes. L'antagoniste, à ce moment-là, n'était pas une personne, mais le maintien délibéré de l'oubli. Le village a survécu, car il avait accepté ce pacte. Le manoir est resté debout car quelqu'un continuait d'ouvrir et de fermer ses portes, perpétuant ainsi une routine invisible. Claire comprit que trouver un propriétaire ne suffirait pas. Il lui faudrait rompre avec un système ancien, ce qui impliquait de s'immiscer dans quelque chose que Saint-Aubin avait appris à dissimuler depuis des générations. Le monde qui l'entourait n'était pas neutre. Chaque rue, chaque document incomplet, chaque silence renforçait le même message. Le mystère n'était pas le fruit du hasard. C'était une construction collective. La pression pour régler la situation du manoir cessa d'être purement administrative lorsque la date de l'audit régional fut confirmée. Claire reçut la notification officielle par un matin gris, accompagnée d'une remarque directe du cabinet du maire. Tout bien immobilier présentant des irrégularités ferait l'objet d'une inspection physique obligatoire. Sans exception. Le problème était clair. Pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un allait officiellement pénétrer dans le manoir. La réaction du village fut immédiate, quoique silencieuse. Le maire évita tout contact direct. Les employés des archives municipales commencèrent à faire des erreurs en triant les documents. Le nom d'Armand apparut griffonné dans les marges des formulaires, toujours avec des encres différentes, comme si plusieurs mains tentaient de laisser le même message, sans en revendiquer la paternité. Claire a demandé l'autorisation officielle d'entrer dans la propriété. 2 jours plus tard, elle a trouvé la réponse scotchée sur la porte de son bureau. Requête refusée faute de propriétaire identifiable. Il n'y avait pas de signature. Ce refus était juridiquement absurde. Il s'agissait d'une contradiction administrative délibérée. Cette prise de conscience a transformé le conflit. Il ne s'agissait plus de résoudre une impasse bureaucratique, mais de faire face à une résistance organisée, même si personne ne l'admettait ouvertement. Cette nuit-là, Claire retourna sur la colline. Il n'avait pas annoncé sa visite. Le portail était de nouveau ouvert, comme la première fois. Cela ne ressemblait pas à de la négligence, mais plutôt à une autorisation délibérée. Elle n'entra pas. Elle fit simplement le tour du bâtiment. Elle observa les fenêtres. Certaines avaient de nouveaux rideaux, plus sombres que les précédents. D'autres restaient vides, ne laissant apparaître que des ombres figées. Le manoir semblait réagir à une présence humaine sans en révéler l'origine. Le lendemain, Étienne Roche évita son regard. Il se contenta de déclarer que certains documents avaient été retirés pour des raisons de protection institutionnelle, sans préciser lesquelles ni pourquoi. La première conséquence concrète fut un accident. Un entrepreneur envoyé pour évaluer le réseau électrique de la colline glissa sur les marches extérieures du manoir. Il se cassa le bras. Il jura que quelqu'un avait fermé une porte derrière lui, alors qu'il était seul. Le rapport officiel mentionnait seulement défaillances structurelles. Claire commença à remarquer des schémas récurrents. Chaque fois qu'une inspection était évoquée, un imprévu survenait pour la reporter. Des incidents mineurs, rien de suffisamment grave pour justifier l'intervention des autorités extérieures, juste de quoi créer des tensions. Les tensions s'exacerbèrent lorsque Claire reçut une convocation informelle à l'hôtel de ville en dehors des heures d'ouverture. La réunion fut brève. Le maire ne proféra aucune menace. Il ne donna aucune explication.
Il se contenta de suggérer que la régularisation du manoir pourrait attendre la prochaine législature. Claire a refusé. Le refus n'a pas provoqué de confrontation immédiate, mais il a modifié les comportements autour d'elle. Les personnes avec qui elle parlait régulièrement ont commencé à prendre leur distance. Madeleine, l'infirmière retraitée, a laissé un simple mot sur sa porte. Certaines portes se ferment pour une raison. N'essayez pas de toutes les forcer. Le conflit prit une nouvelle dimension émotionnelle lorsque Claire réalisa que son insistance ne la mettait pas seulement en danger professionnellement. Elle perturbait un équilibre fragile qui maintenait la cohésion du village. Chacune de ces initiatives suscitait une résistance collective. Elle a consulté les anciens dossiers et y a trouvé quelque chose d'inhabituel. Des registres de livraison de provisions au manoir tout au long des années 1980 et 1990. Produits alimentaires de base, médicaments, produits d'entretien. Le tout approuvé sous des codes génériques. Rien n'indiquait qui en avait bénéficié. Le manoir n'a jamais été vide. Ce fait a changé la nature du conflit. Il ne s'agissait plus seulement d'un problème d'héritage non résolu, mais d'une occupation illégale, soustraite à toute action en justice. Une ou plusieurs personnes y vivaient, protégées par un accord tacite. Claire a tenté de contacter les autorités régionales. Sa demande est restée sans réponse. Aucun refus formel, juste le silence. Cette même semaine, il trouva sa porte entr'ouverte en rentrant chez lui. Rien n'avait été volé, rien ne semblait déplacé. Un détail près. Sur la table, il y avait une vieille carte de la colline, marquée de lignes rouges indiquant des passages intérieurs du manoir. Des couloirs qui ne figuraient sur aucun plan. Le message était clair. Quelqu'un savait jusqu'où elle était allée, et il était prêt à prouver qu'il en savait plus. L'antagonisme n'était plus diffus. Il n'y avait toujours pas de visage, mais une intention, elle, était bien présente. Une présence active qui répondait aux actions de Claire avec une précision troublante. Le conflit se divisait désormais en deux. Accomplir son devoir ou se retirer pour préserver la stabilité, la sienne et celle du village. Chaque décision réduisait les options. Le manoir, autrefois simple énigme architecturale, devint un lieu de confrontation inévitable. Claire comprit alors que l'étape suivante exigerait quelque chose que personne à Saint-Aubin n'avait osé faire depuis des décennies. Franchir les portes closes, officiellement, délibérément, et en accepter les conséquences. La résistance qui entourait Claire cessa d'être silencieuse et commença à se manifester en strates parallèles, révélant chacune un aspect différent de ce qui entretenait l'isolement du manoir. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était de la dépendance. L'une des premières intrigues secondaires est apparue avec Madeleine Fournier. L'infirmière a refait surface après plusieurs jours de silence, appelant Claire pour une conversation discrète à son domicile. L'endroit était d'une propreté impeccable, d'une organisation parfaite, comme si chaque objet avait une fonction précise. Madeleine a révélé que pendant des décennies, elle avait soigné des personnes qui n'avaient jamais été enregistrées. Elle n'a cité aucun nom. Elle a simplement déclaré que certains patients ne pouvaient pas exister. Les rendez-vous avaient toujours lieu la nuit. Toujours au même endroit, une entrée latérale de la grande maison, désormais recouverte de lierre. Madeleine était payée en espèces et recevait des instructions claires, ne rien noter. En échange, le village restait stable. Aucune plainte, aucune intervention extérieure. Cette intrigue secondaire établissait un lien direct entre santé publique et silence collectif. Saint-Aubin a survécu parce qu'il avait accepté de prendre soin de ce qui était invisible. Une autre strate est apparue dans les archives municipales. Étienne Roche, sous la pression de l'avancement inéluctable de l'inspection, a finalement rompu une partie de sa neutralité. Il a révélé qu'après la guerre, l'hôtel particulier avait servi temporairement de centre de rétention informel. Des personnes jugées inaptes à la réinsertion immédiate, non pas des criminels, mais des individus gênants, des individus qui ne correspondaient pas au discours de la reconstruction nationale. L'endroit n'a jamais été officiellement fermé. L'intrigue secondaire n'introduisait pas d'horreur explicite, mais plutôt un malaise moral.
Le village avait hérité d'un problème qu'il n'avait jamais résolu. Il s'était contenté de le maintenir à flot. Avec le temps, les prisonniers étaient devenus des habitants invisibles, leurs descendants, une population qui existait sans reconnaissance légale. Pendant ce temps, Claire était en proie à un conflit intérieur grandissant, non pas par de longues réflexions, mais par des actions contenues. Elle commença à verrouiller sa porte avec 2 clés. Elle évitait les appels inconnus. Elle modifiait ses itinéraires. Son comportement témoignait de son adaptation à ce siège invisible. La pression du temps s'est accrue lorsque l'audit a annoncé une date précise pour l'inspection, menée par une équipe externe. Le délai était très court, et le village savait qu'il ne pouvait empêcher l'entrée sans révéler des décennies de négligence. Le maire, jusque-là évasif, fit une proposition indirecte. Si Claire signait un rapport technique faisant état d'un grave risque structurel, le manoir serait fermé sans inspection interne. Le problème resterait enfoui, juridiquement clos. La proposition était claire, sauver le village au prix de la vérité. Cette intrigue secondaire plaçait Claire face à un choix éthique concret. Il n'y avait pas de méchants caricaturaux. Il y avait des gens qui essayaient de préserver un équilibre fondé sur l'exclusion. Entre-temps, de petits signes indiquaient que les occupants du manoir se préparaient. Des camions déchargeaient des provisions la nuit. Les poubelles étaient sorties avant l'aube. La routine s'intensifiait, comme en prévision d'un événement irréversible. Claire découvrit, grâce aux relevés électriques, que certaines parties du manoir consommaient de l'énergie de façon cyclique, à la manière d'infirmeries improvisées. Le bâtiment fonctionnait comme un organisme autonome, s'adaptant aux pressions extérieures. Les intrigues secondaires convergeaient vers un point crucial. Le village, ses habitants invisibles et Claire elle-même, étaient liés par des décisions prises des décennies auparavant. Personne n'était totalement innocent. Personne n'était entièrement coupable. Le rythme s'accéléra, les conversations devinrent plus pressantes, les silences plus pesants. Le sentiment que le temps pressait s'imposa sans qu'il soit nécessaire de sonner l'alarme ou de prononcer un discours. Claire comprit que, quel que soit le chemin emprunté, il y aurait des victimes, visibles ou non. La complexité du conflit résidait précisément en cela. Il n'y avait pas de solution simple. Le manoir restait fermé, mais en activité, prêt. Et pour la première fois, Claire était certaine que lorsque ces portes s'ouvriraient, ce ne serait pas seulement pour révéler le passé, mais pour imposer une décision que personne ne pourrait plus reporter. La veille de l'inspection, un épais brouillard enveloppait Saint-Aubin-sur-Loire d'une manière inhabituelle pour la saison. La colline où se dressait le manoir disparut complètement de la vue du village, comme si le bâtiment avait été temporairement effacé du monde extérieur. Pour Claire, cela ne semblait pas être une coïncidence. Elle a reçu un appel peu après 6 heures du matin. Aucune présentation. Juste une voix neutre, sans accent reconnaissable, l'informant que l'accès au manoir serait autorisé jusqu'à midi. Après cela, les conditions changeraient. Ce n'était pas une invitation. C'était une limite. Claire n'a prévenu personne. Elle a pris les documents essentiels, une lampe torche, l'enregistreur portable qu'elle utilisait rarement, et s'est dirigée seule vers la colline. Le portail était ouvert. Il n'y avait ni chaîne, ni trace d'effraction. Les portes principales restaient verrouillées, mais une entrée latérale, celle dont Madeleine avait parlé, était déverrouillée. L'intérieur ne correspondait pas à l'image d'un lieu abandonné. Le sol était propre, l'air était lourd, mais pas vicié. Une faible lumière éclairait un étroit couloir qui ne figurait sur aucun plan. Chaque pas confirmait que le manoir avait été aménagé pour fonctionner sans surveillance. Claire s'avança sans crier. Elle n'entendait aucune voix. Seulement le bruit régulier d'un mécanisme au loin, peut-être un générateur, peut-être autre chose. Le premier choc survint en franchissant une double porte renforcée. De l'autre côté, des pièces de fortune, alignées comme des salles d'hôpital. Des lits simples, des draps propres, des gens. Ce n'étaient pas des prisonniers, ils n'étaient pas ligotés. Certains lisaient, d'autres dormaient. Tous évitaient de se regarder directement dans les yeux. Le silence qui y régnait n'était pas imposé. Il était acquis.
Une femme plus âgée s'est approchée. Elle s'est présentée seulement comme Hélène. Il a affirmé que cette communauté existait depuis plus de 70 ans, que le manoir n'avait jamais été un refuge, mais un lieu d'entente. Un espace où les personnes exclues du discours officiel pouvaient continuer à vivre. Cette révélation a complètement bouleversé la dimension morale du récit. Le manoir ne dissimulait pas un crime en cours, mais les conséquences d'un passé institutionnel qui n'avait jamais assumé la responsabilité envers ses membres exclus. Le tournant s'est produit lorsqu'Hélène a montré à Claire une pièce fermée à clé au sous-sol. À l'intérieur, des dossiers originaux, des noms, des dates, des arrêtés signés par les autorités régionales dans les années 1940. L'État était au courant. Il l'avait toujours été. Les villageois n'avaient pas protégé le manoir par peur irrationnelle, mais par instinct de survie. Fermer ses portes revenait à reconnaître que l'abandon avait été délibéré. La tension était à son comble lorsqu'une alarme interne a retenti. Non pas une alarme d'urgence, mais une alarme de protocole. L'équipe d'audit était arrivée plus tôt que prévu. Hélène n'a pas demandé d'aide. Elle s'est contentée de les informer que la période d'invisibilité était terminée. Certains habitants se préparaient à partir. D'autres restaient assis, immobiles, comme s'ils avaient déjà fait leur choix. Claire comprit que son rôle avait radicalement changé. Elle n'était plus une fonctionnaire confrontée à une irrégularité. Elle était devenue le seul lien entre une vérité étouffée et un système qui préférait ne pas l'écouter. La révélation finale, celle qui a tout changé, est survenue lorsque Claire a reconnu un nom dans les dossiers. Moreau 1, parent éloigné. Une personne liée au processus de maintien en poste informel initial. Le mystère n'était pas extérieur. Il était intimement lié à sa propre histoire. Les portes closes du manoir n'ont jamais été destinées à contenir des monstres, mais à dissimuler des décisions humaines irréversibles. Et maintenant, face aux problèmes soulevés, ils ont exigé une réponse immédiate. L'arrivée rapide de l'équipe d'audit n'a provoqué ni agitation, ni cri dans la demeure. L'alarme s'est vite dissipée, laissant place à un silence organisé. Les résidents se sont déplacés avec une efficacité contenue, comme si cette éventualité avait été répétée des années durant. Chaque geste exprimait l'acceptation, non la panique. Claire quitta l'intérieur quelques minutes avant l'entrée des auditeurs par le portail principal. Dehors, le contraste était saisissant. Uniforme, porte-documents, appareil photo. Le monde officiel reprenait possession d'un espace qu'il n'avait jamais cessé de contrôler, mais qu'il avait seulement feint d'oublier. Le choc initial des auditeurs était discret, mais palpable. Rien sur place ne correspondait à la négligence constatée dans les documents. La présence humaine, aussi silencieuse fut-elle, a mis à nu des décennies de négligence grâce à des preuves irréfutables. Le village a réagi presque immédiatement. Le maire a tenté de reprendre le contrôle du récit, qualifiant la situation d'occupation irrégulière de longue date. Personne ne l'a confronté ouvertement, mais les regards échangés laissaient clairement entendre que cette version ne tiendrait pas longtemps. Madeleine Fournier fut l'une des premières à être appelée à témoigner. Elle ne put résister. Elle confirma tout ce qu'elle avait fait. Elle ne présenta aucune excuse. Elle déclara simplement avoir pris soin des personnes qui devaient continuer à vivre. Étienne Roche remit de vieilles clés, des cartes originales et des documents qu'il avait soustraits aux archives officielles. Sa neutralité s'effondra face à l'inéluctable. Il ne pouvait plus préserver son silence. Pour Claire, les conséquences furent immédiates et personnelles. Elle fut temporairement relevée de ses fonctions afin de préserver l'intégrité du processus. Aucune accusation formelle ne fut portée contre elle, mais le message était clair. Elle n'était plus neutre. Le conflit s'étendait désormais dans de multiples directions. Les habitants du manoir étaient identifiés, photographiés et interrogés. Certains acceptaient, d'autres refusaient. Cette exposition médiatique avait un coût visible. Des personnes qui avaient vécu pendant des décennies en marge du système étaient désormais contraintes d'y coexister. Le village était divisé. Certains habitants défendaient la révélation, soulagés de ne plus porter le poids du secret. D'autres y voyaient une trahison impardonnable.
Il n'y avait pas d'unanimité, seulement de la lassitude. Claire observait la situation à distance, impuissante à intervenir officiellement. Le nom de famille retrouvé dans les archives rendait sa position encore plus délicate. Des parents éloignés étaient mentionnés dans les médias régionaux. Le lien historique commençait à être examiné comme un potentiel conflit d'intérêts. La réaction la plus troublante vint des habitants du manoir. Hélène chercha Claire la nuit, sans surveillance. Il affirma que certains ne survivraient pas à l'exposition, non pas à cause de leur fragilité physique, mais parce que l'invisibilité était la seule forme de stabilité qu'ils connaissaient. Les conséquences n'étaient pas abstraites, elles étaient immédiates. Des gens tombèrent malades, d'autres disparurent silencieusement, laissant derrière eux des chambres vides et des lits intacts. Le village perdit son rythme immuable. La cloche de l'église sonnait à des heures irrégulières. Les magasins fermaient plus tôt. Saint-Aubin ressentait l'impact de quelque chose qu'il avait toujours su, mais auquel il n'avait jamais été confronté. Claire comprit que ce tournant n'avait libéré personne pour autant. Il avait simplement déplacé le poids du silence vers la révélation. Et maintenant, chacun devait y faire face. Même occupée par les autorités, la demeure semblait vidée de sa fonction première. Les portes restaient ouvertes, mais le sentiment de protection qu'elles offraient avait disparu. Les conséquences étaient enclenchées. Il n'y avait plus de retour en arrière. Seuls des choix futurs restaient possibles, tous imparfaits. L'absence de Claire ne lui apporta aucun répit. Privée de la routine des archives municipales, ses journées se remplirent de gestes silencieux et d'une observation attentive. Elle ne réagissait plus impulsivement. Elle s'était adaptée à cette nouvelle situation, avec prudence, comme quelqu'un qui apprend à évoluer en terrain instable. Le premier changement notable s'est produit lorsqu'elle a décidé d'agir en dehors des structures qui l'avaient exclue. Elle n'a pas cherché à être immédiatement réintégrée ni à obtenir une défense publique. Elle a rassemblé des preuves, elle a organisé les documents, elle a répertorié les versions contradictoires, elle a transformé le chaos en quelque chose d'intelligible. Claire commença à rendre visite aux anciens résidents du manoir qui avaient accepté d'être relogés temporairement, non pas en tant qu'employés, mais en tant que témoin. Elle écoutait sans enregistrer, elle observait les comportements, elle percevait des schémas de dépendance créés au fil de décennies d'invisibilité. Ces visites ont révélé un nouveau défi. Beaucoup ne souhaitaient pas être sauvés. Claire a surmonté cette difficulté, non pas en convainquant qui que ce soit, mais en acceptant que la protection puisse aussi être une forme de contrôle. La compréhension de cette limite a marqué son évolution. Parallèlement, les autorités régionales réclamaient des solutions rapides. Plusieurs propositions ont émergé: dispersion des habitants, classement définitif de l'affaire et reconnaissance symbolique de la responsabilité des policiers décédés. Claire a refusé de participer à des solutions qui perpétuaient cette logique d'effacement. Son évolution s'est traduite par des actions concrètes. Il a constitué un dossier indépendant, non pour accuser, mais pour documenter les faits. Un document qui n'apportait aucune réponse facile, seulement des faits organisés de manière irréfutable. Sa relation avec le village changea également. Ceux qui auparavant évitèrent son regard commencèrent à la rechercher en silence. Ils ne demandaient pas pardon, ils cherchèrent du réconfort. Claire ne les affrontait pas, elle écoutait. L'écoute était devenue son principal outil. Le poids du nom Moreau cessa d'être un fardeau caché lorsque Claire décida de l'intégrer à son histoire. Elle ne se détacha pas du passé. Elle l'assuma publiquement comme partie intégrante du système qui avait permis au manoir de rester isolé. Ce choix soustraya le contrôle des autorités à la maîtrise de son récit personnel. Le dépassement des difficultés ne s'est pas fait en un instant. Il s'est construit par petites décisions, ne pas céder aux provocations, refuser les positions conditionnelles et ne pas simplifier à l'excès ce qui était structurellement complexe. Hélène réapparut pour la dernière fois durant cette période. Elle dit que certains avaient trouvé de nouveaux endroits. D'autres ne supportaient pas le changement. Il n'y eut aucune mise en scène, juste une observation. La vie hors du silence exigeait une adaptation. Et tous n'y parvenaient pas.
La maturité de Claire transparaissait aussi dans son regard sur le manoir. Elle ne retourna sur la colline qu'une seule fois, alors que celle-ci était désormais déserte. Elle n'y entra pas. Elle n'en avait pas besoin. Le lieu avait perdu sa fonction symbolique. Il n'était plus l'épicentre du conflit. L'ultime défi de cette étape fut une offre directe du gouvernement régional, un poste dans une autre ville, loin de Saint-Aubin, en échange d'un silence public absolu. Claire refusa sans un mot. Ce refus était simple, car sa transformation était déjà une réalité. Elle comprenait que surmonter les difficultés ne signifiait pas tout résoudre, mais empêcher que le même mécanisme ne se reproduise. Son rôle n'était ni de sauver le village, ni de punir ses habitants. Il s'agissait d'interrompre la poursuite de l'effacement. Le changement le plus notable s'est produit lorsque Claire a commencé à écrire, non pas des rapports, mais des récits de vie, de courts textes décrivant les routines, les pertes et les choix. Rien de sensationnaliste. Juste l'existence documentée. La croissance s'est achevée là. Claire a cessé de réagir au passé et a commencé à agir pour l'avenir, sans illusion, mais avec responsabilité. Saint-Aubin ne redeviendrait pas ce qu'il était, et Claire n'avait plus besoin de fuir cette transformation. Le calme apparent qui s'était installé après les premières décisions officielles n'avait pas trompé Claire. Le silence avait désormais une autre tonalité, moins défensive, plus stratégique. Les autorités régionales avaient formellement pris en charge le dossier, mais évitaient de prendre des décisions définitives. Le processus commençait à se fragmenter en comités, avis et échéances flexibles. C'est là que le véritable risque s'est concrétisé, l'effacement réapparaissant sous la forme de la légalité. Claire s'en est rendue compte lorsqu'elle a eu accès, de manière informelle, à une version préliminaire du rapport final. Le document reconnaissait l'existence de la communauté dans le manoir, mais minimisait les responsabilités historiques et recommandait la clôture progressive du dossier pour cause d'impossibilité administrative. Aucun nom, aucune chaîne de décision, aucun souvenir préservé. Les intrigues secondaires commencèrent à se résoudre d'elles-mêmes, non par une justice pleine et entière, mais par épuisement. Les actes de Madeleine Fournier furent officiellement reconnus, sans qu'elle ne soit punie. Étienne Roche prit sa retraite définitive, restituant tout ce qu'il avait conservé. Le maire annonça qu'il ne se représenterait pas. Des dénouements timides, tous insuffisants. Le plus grand risque désormais était que le discours officiel finisse par l'emporter par attrition. Claire accéléra le rythme. Elle savait que le dénouement ne viendrait ni d'une confrontation physique, ni d'une révélation spectaculaire, mais d'un acte public irréversible. Elle organisa ses dossiers, recoupa les témoignages, rassembla les documents originaux et prépara un dossier final, non pas pour les autorités locales, mais pour les instances nationales et la presse d'investigation. Chaque étape exigeait de la précision. Une seule erreur et tout serait relégué au rang de simple conflit personnel. Les tensions s'exacerbèrent lorsque les personnes impliquées par le passé comprirent ce qui allait se produire. Des avocats firent leur apparition. Des lettres officielles arrivèrent. Des avertissements voilés concernant les atteintes à la cohésion sociale commencèrent à circuler. Claire ne répondit pas. Elle poursuivit simplement son chemin. Hélène, qui vit désormais dans un logement temporaire, a envoyé un dernier message manuscrit. Elle ne demandait pas de protection. Elle disait simplement « Si cela se termine à nouveau dans le silence, tout cela aura été vain ». Les préparatifs pour le dénouement s'intensifièrent lorsque Claire reçut la confirmation que son dossier serait présenté lors d'une audience publique régionale, retransmise officiellement. Ce n'était pas le scénario qu'elle avait espéré, mais il était irréversible. La vérité ne serait plus une affaire locale. À la veille de l'audience, Claire retourna au village une dernière fois avant l'affrontement final. Saint-Aubin avait changé, moins sur la défensive, plus fatigué. Le secret ne rassemblait plus personne. Il ne faisait que raviver les blessures. Le manoir restait sous la tutelle de l'État, portes et fenêtres scellées. Pour la première fois, il semblait véritablement vide. Non pas qu'il fût désert, mais parce que sa fonction de dissimulation avait disparu.
Claire longea la colline sans s'arrêter. Son attention n'était plus portée sur le bâtiment, mais sur ce qui serait dit en public. Le point culminant approchait non pas comme une explosion, mais comme une compression. Toutes les décisions, les omissions et les accords tacites convergeaient vers un seul moment, le choix entre enregistrer ou mettre un terme définitif à l'histoire. Claire savait qu'en rendant tout public, elle perdrait tout recours institutionnel. Elle savait aussi que certaines personnes en souffriraient, mais l'alternative était de laisser ce même mécanisme se reproduire ailleurs, sous un autre nom. La tension était à son comble le matin de l'audience. Le dossier était prêt. Les preuves étaient rassemblées. Les témoins avaient été prévenus. Aucun autre réglage n'était possible. La prochaine étape serait irréversible et redéfinirait non seulement le destin du manoir, mais aussi la signification de tout ce qui avait été gardé derrière ces portes closes pendant des décennies. L'audience publique se tenait dans un bâtiment administratif, à l'architecture neutre, conçu pour n'évoquer aucun souvenir. Murs clairs, éclairage uniforme, chaises alignées. Un espace fait pour atténuer les conflits procéduraux. Pourtant, ce matin-là, l'atmosphère semblait excessivement silencieuse, comme si le bâtiment lui-même attendait ce qui allait être dit. Claire était assise à la table réservée aux présentateurs, sans saluer personne. Devant elle, les membres de la commission régionale feuilletaient des documents dont ils connaissaient déjà superficiellement la portée. Derrière elle, des journalistes ajustaient leurs appareils photo. Aucune expression ne trahissait la moindre attente. L'affaire du manoir était perçue comme un simple problème administratif à résoudre. À l'ouverture de la séance, le rapport préliminaire a été lu sur un ton bureaucratique. Il reconnaissait des lacunes historiques diffuses et recommandait la clôture technique du dossier. Le texte évitait des termes tels que abandon, maintien ou responsabilité directe. C'était le scénario que Claire avait envisagé. Le moment décisif survint lorsqu'elle prit la parole. Il n'y eut aucune introduction émouvante. Elle ne fit aucun appel à la morale. Elle présenta simplement les faits dans un ordre précis, sans commentaires superflus. D'abord, les documents originaux signés par les autorités régionales de l'après-guerre. Ensuite, les registres des approvisionnements continus du manoir pendant des décennies. Puis, des témoignages enregistrés, non pas d'accusations, mais de la routine. Des personnes décrivant des vies entières organisées pour rester dans l'ombre. Les tensions se sont exacerbées lorsque Claire a présenté un élément qui ne figurait pas dans le dossier initial. Un addendum récemment confirmé. Une note interne du gouvernement régional, datée de quelques jours seulement avant l'audience, recommandait une solution administrative rapide afin d'éviter tout précédent juridique. Cette révélation a mis au jour une tentative active de classer l'affaire sans que personne ne soit tenu responsable. L'atmosphère changea. Des murmures s'élevèrent. Le comité interrompit brièvement la séance. Les avocats s'agitèrent. Le contrôle commença à échapper à l'Assemblée. Le rebondissement est survenu lorsque Claire a révélé la dernière pièce du puzzle. Un refus systématique d'inscription à l'état civil pour l'une des résidentes de l'hôtel particulier. Une femme qui, bien que née à Saint-Aubin, n'avait jamais été reconnue légalement. Le nom figurant sur la demande de refus initiale était celui d'un fonctionnaire régional toujours en fonction. Ce n'était pas une erreur historique lointaine, c'était une continuation. Le conflit central s'y est résolu. Il ne s'agissait plus seulement du manoir, mais d'un système qui avait maintes fois choisi qui pouvait exister. Claire n'a pas élevé la voix, elle n'a pas accusé directement, elle a simplement lu les noms, les dates et les décisions. La force de la décision résidait dans sa clarté. Le comité n'a pu conclure sa séance comme prévu. Il a ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête nationale indépendante. Le rapport préliminaire a été suspendu. Les caméras ont enregistré le moment précis où l'affaire a cessé d'être une affaire locale. La transformation de Claire devint alors manifeste. Elle ne recherchait pas une victoire personnelle, elle n'exprimait aucun soulagement. Son rôle était de veiller à ce que l'histoire ne soit pas une fois de plus réduite à un dossier mort. Lorsque la séance fut suspendue, Claire quitta le bâtiment sans accorder d'interview.
Dehors, Saint-Aubin n'était pas physiquement présent, mais son ombre planait sur tout ce qui avait été dit. Le point culminant ne s'est pas conclu par des applaudissements, ni par des arrestations immédiates. Il s'est conclu par quelque chose de plus rare encore, l'impossibilité de revenir au silence. Le manoir avait définitivement perdu sa raison d'être. Les portes closes ne protégeaient plus personne et ne dissimulaient plus non plus les décisions prises. Le mystère longtemps étouffé a été forcé d'éclater au grand jour, non pas comme un scandale, mais comme un document officiel. Et ça a tout changé. Les conséquences de l'audience ne furent ni immédiates ni spectaculaires. Les enquêtes nationales donnent rarement des réponses rapides. Ce qui changea, c'est le silence qui s'installa. Il cessa d'être fonctionnel. Saint-Aubin-sur-Loire devint malgré lui un point de référence dans les rapports et débats institutionnels. Le nom du village commença à circuler hors de son territoire, associé à une pratique tolérée depuis des décennies par commodité. Certains habitants s'irritèrent de cette exposition médiatique. D'autres en furent soulagés. La division ne s'apaisa pas, elle devint simplement visible. Le manoir a été officiellement désaffecté et reclassé site patrimonial, faisant l'objet d'une enquête historique. Il ne serait pas démoli, il ne serait pas réutilisé de sitôt. Les portes resteraient closes, non pour dissimuler quoi que ce soit, mais pour préserver les preuves. Le changement symbolique était évident. Les anciens résidents ont progressivement obtenu une reconnaissance légale. Tous ne l'ont pas accepté. Certains ont de nouveau disparu, cette fois volontairement. D'autres ont eu du mal à s'adapter à une existence documentée. La visibilité leur a conféré des droits, mais aussi un nouveau fardeau. Madeleine Fournier mourut quelques mois plus tard de cause naturelle. Son nom fut mentionné discrètement dans un rapport médico-historique reconnaissant son rôle essentiel dans la survie des oubliés. Aucun hommage public ne lui fut rendu. Seule une trace écrite. Étienne Roche ne donnait pas d'interview. Il a vécu ces dernières années dans un silence volontaire, non plus un silence imposé. La différence était subtile, mais essentielle. Claire n'a pas repris son poste précédent. Son parcours institutionnel s'en est trouvé irrévocablement modifié. Elle a reçu des propositions pour collaborer à des comités administratifs de mémoire, mais en a refusé la plupart. Elle préférait travailler comme consultante indépendante, analysant des cas similaires dans d'autres régions. Le nom de famille Moreau cessa d'être un fardeau caché et s'inscrivit dans l'histoire. Non pas comme une absolution, ni comme une condamnation isolée, mais comme une preuve de continuité. Claire ne chercha pas à atténuer cela. Le village ne retrouva pas sa tranquillité d'antan. La cloche de l'église reprit son rythme habituel, mais les habitudes changèrent. Les enfants commencèrent à escalader la colline sans être réprimandés. L'espace cessa d'être symboliquement interdit. Le mystère qui se cachait derrière ces portes closes ne s'est pas résolu par de simples réponses. Il s'est résolu par l'acceptation. Le passé n'a pas été corrigé. Il a été documenté. Claire a fini par comprendre que son voyage n'avait pas consisté à découvrir ce qui était caché, mais à décider quoi faire lorsque ce qui était caché devenait trop courant pour être ignoré. Le silence n'a pas complètement disparu. Il a simplement cessé d'être un outil. Des années plus tard, le manoir restait fermé, mais pas oublié. Des chercheurs ont accédé à ces couloirs en suivant des protocoles stricts répertoriant non seulement les documents, mais aussi les traces d'usage quotidien. Lits usés, portes adaptées, empreintes au sol témoignant de routines répétées. Claire visita les lieux une dernière fois, en observatrice extérieure. Elle n'y entra pas. Ce n'était pas nécessaire. L'essentiel avait déjà été documenté. Saint-Aubin-sur-Loire continuait d'exister, désormais sans le pacte tacite qu'il avait si longtemps maintenu en vie. Après tout, certaines portes n'ont pas été faites pour être ouvertes, mais pour nous rappeler pourquoi elles sont restées fermées. Si cette histoire vous a mis mal à l'aise, ce n'est peut-être pas un hasard. Certaines vérités ne crient pas haut et fort. Elles demeurent, attendant d'être entendues. Si vous croyez qu'il existe des lieux, des faits et des silences qui méritent encore d'être révélés, abonnez-vous à la chaîne ici. Chaque histoire est choisie pour résonner bien au-delà des derniers mots.
Écrivez dans les commentaires. D'où regardez-vous? Parfois, c'est au croisement de voix lointaines que les échos les plus forts émergent, jusqu'au prochain silence.